Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants qui surviennent sur l'Audi A3 8P. La bonne qualité de la peinture de carrosserie permet de préserver la voiture même dans un climat difficile, comme celui de Saint-Pétersbourg très humide. Ne vous laissez pas tromper par la galvanisation, la carrosserie rouille bien si elle s'écaille, et sur les voitures exploitées en Russie, dès la naissance, la corrosion peut prendre depuis longtemps goût au bord des arches, au point de contact entre les ailes et pare-chocs, ainsi que les bas de porte. Ne vous fiez pas au mythe de la galvanisation. Retouchez les éléments endommagés en temps opportun. Le fond et les éléments de puissance sont généralement bien protégés de la corrosion. Les coutures des longerons et du fond ne se corrodent que sur les machines qui ont fonctionné dans des conditions très difficiles ou après des accidents graves. Les joints de porte faibles et les portes affaissées sont le fléau des voitures à 3 portes. Et un ajustement lâche de la porte arrière et la flaque d'eau qui l'accompagne dans le coffre se retrouvent également sur les voitures à 5 portes. Vous devez régulièrement changer le joint et ajuster la serrure toutes les quelques années. Dans le même temps, la porte ne cognera pas sur des surfaces inégales et il y a moins de chances que de la corrosion apparaisse dessus. L'intérieur ici n'est pas trop luxueux, mais il est fiable et confortable. Cependant, les liens familiaux avec les Golf et Octavia bon marché affectent la qualité de certains éléments. Après des centaines de milliers de kilomètres, vous pouvez compter sur l'usure du moteur du chauffage. Il peut se mettre à siffler ou simplement se lever de temps en temps et se reposer. Le câblage de la porte conducteur ne résiste souvent pas à l'épreuve du temps. Malgré la grande complexité de l'électricité embarquée, il ne faut pas s'attendre à des problèmes particuliers. La chose la plus grave qui menace le propriétaire d'une A3 est le problème avec le module de commande ABS. Les versions les plus avancées ont été installées ici, et elles échouent un ordre de grandeur plus souvent que sur des voitures plus simples. De plus, de nombreuses personnes flashent des unités pour prendre en charge l'ESP et l'assistant de démarrage en côte, pour DSG. Il s'agit d'une option importante, et le résultat du micro-logiciel peut être soit des problèmes mineurs, soit une panne complète au fil du temps. Les réparations ne sont pas très bon marché, le prix d'une unité neuve est inférieur à 100 000. Heureusement, vous pouvez en trouver un compatible, télécharger le firmware nécessaire et... Les pannes du système de climatisation et les problèmes électroniques en général sont typiques des voitures, mais ils disparaissent généralement d'eux-mêmes et nécessitent moins souvent l'utilisation d'un scanner du concessionnaire, version avancée de Vagcom ou Vasia Diagnostic. Une panne électrique complète est rare, sauf peut-être en raison d'un court-circuit dans le module de fusible intérieur et d'un grillage des pistes. C'est souvent la faute des utilisateurs eux-mêmes, mais l'unité est plutôt faible sur toutes les machines équipées de la plateforme PQ35. Il suffit de tenir compte de cette évolution des événements lors d'éventuelles interventions sur le système électrique. Contrairement à ses frères de plateforme, pour une raison quelconque, des problèmes avec le générateur surviennent relativement souvent sur les voitures équipées de moteurs 1.8 et 2.0 et A888. Peut-être que les caractéristiques aérodynamiques ont un effet. Le plus souvent, les problèmes sont une usure précoce de l'ensemble balai, moins souvent un grillage du redresseur. Ou peut-être que la raison est la charge élevée. La quantité d'équipement supplémentaire est importante et les générateurs des premières années de production ne font que 90 à 110 ampères. Sur les voitures équipées du moteur VR6 et sur certains 2.0 TSI, la batterie est déplacée vers le coffre. Ces voitures se caractérisent par des difficultés à démarrer par temps froid et une tendance à décharger la batterie en hiver. On ne sait pas avec certitude si la raison en est l'emplacement de la batterie dans une glacière à l'extérieur de la carrosserie ou le câble d'alimentation du démarreur long est relativement fin. Là encore, il est recommandé de surveiller très attentivement l'état du câblage de la direction assistée électrique. Le moindre doute sur l'intégrité des plaquettes ou toute trace de brûlure doit être éliminé immédiatement. Des courants importants peuvent provoquer un incendie dans le circuit, ce qui n'est pas grave. Ne s'est presque jamais déconnecté pendant la conduite. Sur les véhicules à traction intégrale, le câblage du raccord Haldex est souvent critiqué. Il est situé sous le fond et peut être endommagé s'il est forcé dans des flaques d'eau profondes. La durée de vie de la suspension dépend fortement du style de conduite et de l'équipement. Les voitures équipées de moteurs 1,4-1,6 les plus puissants et équipées de pneus avec un diamètre de jante de 16 à 17 pouces peuvent généralement parcourir 80 à 120 000 km avant une intervention sérieuse dans la suspension. En règle générale, les premiers à partir sont les blocs silencieux arrière des leviers avant, les supports de jambes de force et les blocs silencieux inférieurs du levier principal de la suspension arrière. Pour les voitures équipées de suspension sportive, de moteurs puissants et de rubans isolants, au lieu de caoutchouc,
les bras avant, les supports de jambes de force et les amortisseurs sont généralement remplacés par un kilométrage de 60 à 80 000. La suspension arrière a été entièrement refaite. On peut supposer que la fiabilité globale des suspensions est plus que correcte, juste une image, vous savez. Les freins n'ont pas de caractéristiques sérieuses, la durée de vie est suffisante, même sur les versions S, les composants sont relativement bon marché. Parfois, le système de freinage anti-blocage tombe en panne, mais il s'agit plutôt d'un problème électronique. La direction est encore une fois sans surprise. La direction assistée électrique fiable sur toutes les versions fonctionne parfaitement si elle n'est pas surchargée par la rotation des roues larges en place et si le câblage est en bon état. Malheureusement, les composants du système sont coûteux à réparer, ce qui est parfois encore nécessaire, et le support pour les véhicules à traction intégrale est moins courant et coûte plus cher que pour les véhicules à traction avant. Les transmissions manuelles ici ne sont pas mauvaises, sauf que le volant bimasse est un peu cher et ne dure pas longtemps sur les voitures équipées de moteurs 1,8 à 2,0 TSI. Les transmissions ne sont pas non plus fragiles, et même les composants de la transmission intégrale sont fiables, aussi bien la boîte de vitesse conique que celle arrière. L'embrayage Haldex dans la propulsion arrière sur les versions Quattro était là avant le restylage de la deuxième génération en 2008, et après le restylage, les versions puissantes sont déjà équipées de Haldex 4. La différence ne réside pas seulement dans les chiffres du nombre. Haldex 2 est une transmission intégrale rechargeable. Le verrouillage est activé lorsqu'il y a une différence dans la vitesse de rotation des roues des essieux avant et arrière. La maniabilité avec une telle motorisation n'est pas très bonne. L'essieu arrière peut se retirer au moment le plus inopportun, et la capacité de cross-country n'est pas impressionnante. Les roues avant ont le temps de s'enfoncer avant que les roues arrière ne commencent à ramer. Mais l'embrayage est moins sujet à la surchauffe en conduite normale et peut être facilement remplacé en changeant l'huile tous les 60 000 km, voire moins souvent. À propos, il existe des unités de commande de réglage pour cet embrayage qui vous permettent de régler plus finement les modes de fonctionnement. L'embrayage Haldex 4 est une toute autre affaire, il est préverrouillé, peut fonctionner avec un blocage partiel et interagit étroitement avec l'électronique embarquée. Une voiture avec une telle transmission intégrale se comporte bien mieux, il y a un excellent contrôle de trajectoire dans les virages et une bonne maniabilité. Mais la fiabilité et la durée de vie en souffrent. En plus des pannes évidentes dues à des pannes purement électroniques lors de l'interaction avec les unités de commande ECU et ABS, la durée de vie de la mécanique d'embrayage elle-même, et surtout la durée de vie de sa pompe électrique, est réduite. Pour maintenir la transmission intégrale, vous devez changer l'huile franchement coûteuse au moins une fois tous les 10 à 20 000 km, si vous aimez, vous épuisez, et que le moteur de votre voiture est puissant. À propos, de nombreux propriétaires aux États-Unis remplissent l'embrayage avec du Dexron 4 ordinaire au lieu de l'huile high-tech d'origine et rien ne casse. L'essentiel ici n'est pas la marque de l'huile, mais la fréquence de remplacement. Le plus souvent possible, comme vous l'avez déjà compris. Mais bref, c'est un vrai problème pour les propriétaires d'A3. Des moteurs puissants, une abondance de niveaux de finition avec transmission automatique, de nombreuses options avec DSG6, tout cela suscite d'énormes plaintes. Le plus gros problème concerne le DQ200, la DSG à 7 rapports, car des voitures équipées de cette boîte de vitesse sont produites depuis 2006, et un grand nombre d'entre elles ont été produites. Il est difficile de trouver des propriétaires qui rapporteront joyeusement qu'il n'y a eu aucun problème avec la boîte de vitesse. Presque tout le monde parle avec une négativité évidente des remplacements fréquents de l'embrayage et des réparations de la transmission automatique elle-même. Et le DQ250 fonctionne également moins ici que sur des voitures plus silencieuses. Encore une fois, souvenez-vous de l'image de la voiture. L'option la plus fiable est le bon vieux hydraulique automatique Aisin TF60 SNVW09GM, qui a été installé en Europe avec des moteurs 1.6 et 2.0 FSI, et sur des voitures destinées au marché américain avec des moteurs jusqu'à 2.0 TSI inclus. L'automatique hydraulique a également ses propres problèmes de durée de vie, de surchauffe, etc. Mais en général, elle est presque garantie de parcourir 150 000 km sans aucun problème. Et si vous changez l'huile plus souvent, tous les 30 à 40 000, et installez également un refroidissement externe, alors, très probablement, 250, voire 300 000, passeront. Jusqu'en 2009, un moteur 1.6 d'une fiabilité unique avec une culasse à 8 soupapes et une injection distribuée était produit selon les normes modernes. Les séries de moteurs ici sont BG, UBS, EBS, FCCS, mais il s'agit essentiellement du même moteur. Soit dit en passant,
On le trouve désormais sous le capot de nombreuses Volkswagen chinoises. Dans l'empire du milieu, ils apprécient également la durabilité et la simplicité. La première expérience de VW dans la modernisation de la série de moteurs EA111 avec un entraînement par chaîne de distribution et une injection directe sous la forme du moteur 1.6 FSI est franchement infructueuse. Travail pénible, équipement de carburant problématique. Vous pouvez bien sûr l'éviter, installer des injecteurs de moteur neufs et, via un adaptateur, une pompe haute pression de TFSI, frais, mais il est beaucoup plus facile de refuser un produit aussi douteux. Achat. La dynamique de la voiture avec elle n'est pas meilleure qu'avec un simple 1,6 MPI, et la consommation de carburant n'est pas moindre. De plus, comme tous les moteurs EA111, il présente un ensemble de chaînes de distribution peu fiables, ainsi que des problèmes de cliquetis du groupe de pistons et d'usure précoce des chemises de Villebrequin, familier du dernier EA111 1.6 MPI CFNA. Les plus gros 2.0 FSI EA113 série AXWBLRBLX ne plaisent pas non plus beaucoup aux propriétaires, ils ont tous des problèmes avec le groupe de pistons et le matériel d'injection est décevant. Les moteurs démarrent très mal à des températures inférieures à 0, la pompe d'injection de carburant est très vulnérable. De plus, il y a une brûlure d'huile constante, à cause de laquelle les risques de surchauffe des vannes augmentent fortement en raison de la croissance d'un manteau de fourrure de suie. Certes, ce moteur est une bonne option pour la conversion en légendaire AXXBPYBWACAWBBHZCDL à 2.0 TFSI et à 113 de première génération, qui a été installé non seulement sur l'A3, mais aussi sur la Golf VIR et sur l'Octavia RS avant le restylage, où ces moteurs ont acquis la réputation d'être une excellente option de réglage. L'un des moteurs haut de gamme, VR6 3.2 de la série AXZBDBBMJBUB est un développement des anciennes unités de la série en ligne. La disposition unique avec 2 rangées de cylindres dans un bloc commun et une culasse commune est non seulement compacte, mais aussi très lourde. Et aussi, un mécanisme de synchronisation inefficace, sujet au glissement de la chaîne à la moindre usure. Et en général, le moteur est assez capricieux et également lourd. Avec lui, la durée de vie de la suspension avant diminue considérablement et la maniabilité se détériore sensiblement. Pas étonnant qu'il ait été remplacé chaque fois que possible par un puissant moteur 2.0 suralimenté. De nombreuses voitures sont équipées des séries turbocompressées 1.2 et 1.4 TSI et A111. À première vue, ce sont d'excellents moteurs. Le 1.4 semble particulièrement attractif pour une petite voiture, économique et puissante. Mais hélas, il y a une ressource étonnamment faible de la chaîne de distribution, une tendance à glisser lorsqu'elle est usée et les soupapes sont pliées. Le matériel d'injection est déjà assez fiable, ce qu'on ne peut pas dire du groupe piston 1.4 TSI. Au moindre problème de suralimentation, il tombe en panne. Et les raisons peuvent être multiples: panne du refroidisseur intermédiaire liquide due à une contamination des radiateurs ou panne de la pompe électrique, diminution des performances d'un des injecteurs, ou simplement coquefaction des segments et surchauffe du piston. Il y a de nombreuses raisons, mais le résultat est le même. Remplacer les pistons ou l'ensemble bloc de tir. Le moteur 1.2 est un peu plus puissant, il a une culasse à 8 soupapes et un piston plus puissant, mais il est également sujet à la coquefaction et la durée de vie de la chaîne est encore plus courte. Mais les moteurs EA888 Gen 1 de 1,8 et 2,0 volume semblent plus confiants que leurs parents plus compacts. Maslowzor les caractérise également, il existe une conception de piston très avant-gardiste, qu'ils n'ont pas pu concrétiser, mais la chaîne de distribution est au moins capable de parcourir les 120 à 150 000 km. Le système de suralimentation ici est également moins capricieux. Le refroidisseur intermédiaire est ordinaire, RR. Il existe également de nombreux problèmes mineurs avec les déphaseurs et les pompes d'injection de carburant, en particulier sur les premiers moteurs de production. Mais l'A2 dispose d'une bonne réserve de boost et de la possibilité d'installer des pistons de réglage plus fiables. Ou simplement les moteurs standards des moteurs Gen 2 Gen 3 plus récents. Si vous pensez à ajouter de l'huile lorsque cela est nécessaire et à la choisir correctement, il est fort possible qu'un tel moteur ne cause pas beaucoup de problèmes. Au moins jusqu'à ce que la courroie de distribution soit remplacée. C'est là que s'épuisent les informations sur les problèmes de l'Audi A3 8P. Si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.